Bonjour Nathalie, Coucou Cynthia. comment tu vas? Très bien. Et toi? Oui, moi ça va très bien aussi. Bon. Alors, tu es prête pour on se retrouve pour le 107e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. Prête. Ok. Alors, il y a un premier protocole avec une partie fixe, avec des questions fixes, et une autre partie, dans un deuxième tour, on ira explorer ce qui aura émergé. Ok. Alors, pour valider, juste, est-ce que tu connais le sujet de l'investigation? Absolument pas. Ok. Alors, dès que tu es prête, tu me dis on y va. Ça marche. Bah écoute, c'est quand tu veux. Alors, installe-toi confortablement, tu m'entends bien? Oui, très très bien. Alors, Nathalie, tu vas commencer par prendre une profonde inspiration. Et puis, sur l'expire, tu laisses ton corps se détendre. Tu relâches complètement. Tu relâches toutes les tensions. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, parfaitement confortable et à l'aise. 10. À nouveau, tu peux prendre une profonde inspiration et être émerveillé à quel point ton corps se détend encore davantage. Et à 9, tu peux moduler tes fréquences. Trouver le bon niveau de fréquence idéal pour toi pour travailler sur cette investigation. 8. Donc chaque chiffre est un palier. Et à chaque chiffre, tu te détends davantage. Ton corps devient de plus en plus lourd. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Nathalie? Très très bien. Parfait. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et sur mon 3, tu vas chercher la cause métaphysique, les causes métaphysiques qui peuvent provoquer l'épilepsie. Ok. D'accord. 1. Tu te sens confiante, à l'aise, détendue. 2. Tu es prête. Bientôt. Tu sais déjà.
Vous te positionnez. Et 3. Alors, je vois comme un voile blanc. Comme un panneau blanc s'afficher devant moi. Et j'entends que c'est la matière grise. C'est blanc laiteux. Est-ce que tu vois d'autres choses? J'ai entendu circuit neuronal. C'est lié au circuit neuronal. Et j'entends que c'est quelque chose qui s'inverse. Alors j'ai l'image de quelqu'un qui prend l'autoroute en sens inverse. Et ça peut créer comme un chaos, en fait, tout simplement. C'est comme si le circuit neuronal était une gigantesque autoroute. Et qu'à un moment donné, sur cette autoroute, quelqu'un, une cellule, une connexion, quelque chose dans ce circuit qui fait le chemin inverse et qui vient se percuter. Je vais passer à la deuxième question. Oui. Y a-t-il des facteurs physiques qui peuvent déclencher ce trouble? Alors, je sais pas, là, comme ça, tout de suite, j'ai une relation au langage, à l'élocution, comme si ça pouvait éventuellement être lié à la parole. Euh, alors, est-ce que c'est vraiment physique? Je sais pas, j'ai ça comme info qui me vient. Euh, je regarde, j'essaye de regarder un peu mieux. Non, pas plus que ça. J'ai pas vraiment de. C'est très cérébral. Je sais pas plus. Ouais. Donc à la question, y a-t-il des facteurs physiques qui peuvent déclencher ce trouble? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient? Non. Sinon, on passe à la prochaine question. Non, je vois vraiment le haut, le haut. C'est au niveau de la tête. Et bon, voilà, pour l'instant, je suis logée là, à ce niveau-là, au niveau du cerveau et des connexions neuronales, Mhm. Alors, cérébrales. Ouais. on va passer à la troisième question. Alors, je vais te demander de regarder ce qui peut arriver au corps mental avant une crise. Quand tu dis au corps mental, tu veux dire donc dans l'éther? Oui, Corps éthérique mental. le corps éthérique mental. Ouais.
Ah, je vois comme une électrocution. Ah, comme si ça criait à cause du courant trop fort. Est-ce que tu vois autre chose? Ça dure quelques secondes, pas plus. C'est très court. Euh, En fait, je comprends que c'est comme un problème de surtension électrique. Et du coup, euh, ça paralyse hein, quelque part le corps mental quelques secondes. Voilà, je ne vois que ça. Donc, pour la quatrième question, observe ce qui peut arriver au corps mental pendant une crise. Bah, hormis le fait qu'il y ait cette image d'électrocution, ça c'est comme si après l'électrocution, il se liquéfie un peu. C'est comme si ça le rend HS en fait, ça le déconnecte du corps physique, sans pour autant le couper, mais ça le déconnecte. Ouais, comme s'il, c'est comme s'il perdait connaissance lui-même. Il y a une relation à l'électricité, un champ magnétique, je dirais, qui vient perturber cette connexion qui se traduit dans le physique par euh, une, un dysfonctionnement au niveau cérébral. Merci. Je vais passer à la cinquième question. Après une convulsion épileptique, dans quelles conditions peut-on retrouver le corps mental? Avec les fréquences. Euh, il faut que le corps physique retrouve ses fréquences d'alignement, la juste fréquence pour que le corps mental puisse à nouveau s'y reconnecter. Ou le corps physique se connecter au corps mental, peu importe, ça va dans les deux sens. C'est une question de fréquence. C'est la fréquence qui engendre l'alignement. Et là, je vois vraiment le, la mesure de la fréquence en hertz, en fait. Et à un certain niveau, tout se reconnecte. Et à un autre niveau, tout se déconnecte. C'est un champ fréquentiel qui intervient au niveau métaphysique. Ouais. Je vois ça comme ça, je vois pas plus que ça. Ok. Alors, on va passer à la prochaine question. Je vais te demander d'observer ce qui peut arriver à la partie subliminale lors d'une crise. Observe. Elle est impuissante. Elle est consciente de ce qui arrive, mais euh, elle observe, mais elle est impuissante, c'est-à-dire que elle est en surplomb de la situation. Elle n'est pas coupée non plus, mais c'est comme si la communication ne passait plus non plus. Et ça, quelque part, j'entends que ça peut la figer aussi.
Donc, en cela, elle ne peut absolument rien faire. C'est comme si ça figeait tous les corps à un moment donné. Et donc ça coupe la communication, la liaison. Est-ce que tu vois autre chose? Ça suit vraiment toute la ligne de tous les corps énergétiques. Euh, Alors on va non. passer. Non. Ok. Mm. Quels facteurs peuvent contribuer au développement de ce trouble pendant la petite enfance? Alors, je perçois que c'est totalement indépendant de l'environnement dans lequel vit l'enfant. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de facteurs environnementaux en tout cas. Non, c'est lié au circuit interne. C'est lié au circuit interne. Ça provient de plus haut que le corps physique. Sauf que ça se répercute dans le corps physique. C'est une déconnexion qui intervient, je dirais, entre la partie éthérique et le corps physique. C'est là qu'il y a comme un éclair d'orage qui vient foudroyer le faisceau de connexion. Ce Alors, sont des fréquences extrêmes et j'arrive pas à savoir d'où ça provient. C'était peut-être ta prochaine question. alors la prochaine question, c'est quels facteurs peuvent contribuer au développement de ce trouble à l'adolescence? Elle-même. En fait, c'est pas lié ni à l'enfance ni à l'adolescence. C'est lié à la connexion intérieure qui va venir être perturbée par une fréquence extérieure. Je, Ok. oui, je pense que. Attends, j'essaye de comprendre. Attends, je regarde. Ça peut être accidentel, comme un chant qui va venir, qui se serait, j'en sais rien moi, qui se serait perdu comme ça dans l'espace et qui viendrait percuter, qui viendrait rencontrer ce faisceau de connexion entre la partie éthérique et physique de la personne. Ce sont des particules très ionisées, très chargées. Ce sont des particules extrêmement chargées. Oui, je vois pas plus. Quels facteurs peuvent contribuer à développer ce trouble au cours de l'ancienneté? Au cours de l'ancienneté, euh, je comprends pas trop la question. Euh, Au cours de la vie, j'imagine que Alors, ça veut dire ça.
N'essaye pas de Non, comprendre. ouais. Je peux répéter la question? Oui. Alors, et tu dis simplement ce qui vient. Quels facteurs peuvent contribuer à développer ce trouble au cours de l'ancienneté? C'est compliqué pour la personne. En fait, moins, comment dire? Moins la personne va réussir à se recentrer entre les phases épileptiques, plus elle va être interférée, en quelque sorte. Plus ça va être, facile de venir, à nouveau, perturber son champ. Donc, une personne qui ne va pas, tenter de guérir par, n'importe quelle méthode qui va lui permettre de retrouver son alignement, qui va la rendre paisible évidemment, va accentuer la possibilité de venir, créer des crises, épileptiques. C'est en fait, voilà, il faut qu'elle, c'est comme s'il fallait qu'elle, reforge en fait sa connexion, hem, qu'elle la, reconstruise à chaque fois et ensuite c'est un entretien. Ce sont en fait, tout est question de ces personnes-là ont un champ magnétique, différent des autres personnes lambda qui va attirer en fait ces fréquences extrêmes, très chargées, qui vont venir, la percuter et lui déclencher ces crises-là. Donc ce sont des personnes qui, d'autant plus, doivent entretenir cet état heu, de centrage, ancrage, alignement pour garder Ah, leur connexion. Ouais. C'est vraiment lié à l'éther, hein. C'est très, mais ça se répercute au niveau du cerveau, dans le physique. très bien, on va poursuivre. Une personne est-elle plus à risque d'interférence énergétique lors d'une crise? Oui, tout à fait, oui. Ça, ça vient confirmer ce que je viens de dire, en fait, cette question, oui. Grèse régr Pardon, régresse jusqu'au moment où la première crise d'épilepsie survient chez un être humain et décrit ce qui la cause. Est-ce que tu y es? Ouais, je vois comme un en fait, ce sont des personnes très, très lumineuses, qui émettent beaucoup d'énergie et je vois comme un et ça attire un espèce de rayon noir qui vient la couper en 2 ce faisceau d'énergie. Heu, re tu peux me redire ta question du coup? Pardon. Ah, Régresse jusqu'au moment où la première crise d'épilepsie survient chez un être humain et décrit ce qui la cause. oui, c'est ça, je vois ce rayon noir qui va venir trancher en fait ce faisceau lumineux, heu, qui jusque-là était pur en fait, et comme vraiment venir le détruire, pour venir le détruire. C'est une façon, oui, il y a aussi une volonté, cachée derrière de détruire. De détruire quelque chose de peut-être trop pur, trop intense.
Est-ce que tu vois autre chose? Je vois que la personne, elle est allongée à terre et ça lui fait beaucoup de mal. Intérieurement, c'est comme si ça l'a rongée. C'est très, très, très difficile à vivre. Est-ce que tu vas bien, Nathalie? Oui, 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 ça va. On peut continuer? Oui, 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 bien sûr. Y a-t-il une différence entre les causes qui déterminaient l'épilepsie dans le passé par rapport à aujourd'hui? Et, les fréquences sont différentes. J'entends que la seule différence qu'il puisse y avoir, c'est les fréquences qui ne sont pas les mêmes. Les fréquences autant des personnes. Oui, les fréquences des personnes touchées sont différentes. Et c'est la même façon de venir interférer, sauf que il y a juste un niveau différent de fréquence par rapport à avant. Est-ce que tu vois autre chose? Une C'est autre comme si, oui, différence? ça s'amplifie. En fait, les fréquences aujourd'hui sont amplifiées de part et d'autre, par les personnes qui sont touchées, hein, interférées, et de par c'est bizarre, j'arrive pas à voir ce qui émet ces espèces de rayons noirs qui viennent couper en deux, qui viennent sectionner quelque part. Enfin, ça sectionne pas, mais ça vient vraiment brouiller. C'est comme si j'avais pas accès à l'origine de ce rayon de fréquence extrême là, qui vient tout perturber. Alors, je pense qu'on veut me le cacher. Je crois comprendre. Ouais. On va Mm. passer à la prochaine question. Oui. Les dernières découvertes scientifiques parlent de mutations génétiques. Qu'en perçois-tu? Oui. Je perçois que c'est une possibilité euh, au travers de ce qui vient interférer ce, cette énergie naturelle de l'humain, en fait, jusque dans les terres. Ce qui vient perturber peut, essaye, tente, par ce biais-là, d'implanter des petites choses, des particules, des informations de modification d'ADN génétique. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça fait partie d'expériences qui sont émises, ouais. Est-ce Ça que peut, tu pas perçois toujours, d'autres mais ça choses? peut. Mhm. Est-ce que tu Euh, perçois d'autres choses? non, 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 non. Non, sauf que l'interférence d'entités se confirme. Provenant d'entités, en tout cas, ouais, se confirme. C'est pas naturel. Mm.
La mort subite est la cause la plus fréquente de mort prématurée chez les personnes épileptiques. Je vais te demander, Nathalie, de rechercher les conditions subliminales qui peuvent causer la mort subite. La section. La section totale de la fibre, de l'essence, la coupure. Et non seulement ça vient couper totalement la connexion à la partie éthérique, et en plus, au niveau du cerveau, c'est comme si ça grillait tout le mécanisme. Ça s'éteint, ça s'éteint, comme un générateur qui s'éteint. Est-ce que, C'était trop fort. En termes d'énergie, de fréquence, c'était trop fort. Mm. ok. Est-ce que tu perçois d'autres conditions subliminales qui peuvent causer la mort subite chez ces personnes? Alors, ça vient semer un chaos, en fait, à tous les niveaux. Et c'est irréversible. Quand ça en arrive à cet état-là, c'est irréversible. En fait, le corps physique n'a pas la force de... Non seulement il est coupé de sa partie subliminale, mais en plus il n'a pas la force de tenir le choc, si tu veux. Donc il s'éteint. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Alors Nathalie, on a terminé les questions fixes. Comment tu te sens? Ça va. J'arrive à prendre le recul suffisant. Je découvre en même temps. Est-ce que tes fréquences sont optimales? Est-ce que tu veux les moduler, histoire d'être totalement à l'aise? Ouais, je les remonte un peu. Alors, prends une profonde respiration. Sens-toi bien à l'aise, bien. Tu peux accéder à toutes les informations en étant dans cet état, en restant dans cet état. Ouais, Reste. tu vois, j'ai dans mon écran la perception d'un, tu sais, d'un circuit qu'on peut trouver dans des appareils. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, avec plein de petits circuits électroniques. Tu vois, je vois une plaque comme ça avec plein de petits branchements qu'on peut trouver, je sais pas, à l'intérieur de peut-être de télécommandes, de choses comme ça. Je vois ça là, à cet instant. Je sais pas tellement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la représentation Alors, tu Je prends sais du pas. recul par rapport à ça. Tu Oui, regardes cet espace. À quoi il sert? c'est comme si à un certain niveau, il y avait quelqu'un qui faisait des essais sur ce circuit pour voir ce que ça peut engendrer sur la personne. C'est très bizarre. Ouais, je vois des expérimentations sur des circuits, comme des circuits plats, des plaques, mais qui, hum, représentent le circuit du cerveau. Ah, Et oui, oui.
Alors j'aimerais que tu te mettes bien en mode invisible. Oui. Tu es totalement invisible, Oui. indétectable. Oui. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport à ce que tu viens de voir? Non, c'est dans une sorte de laboratoire que ça se passe. Est-ce que tu te sens d'aller observer ce laboratoire? Oui. Alors, Nathalie, je vais te demander d'aller à l'endroit précis de ce laboratoire où tu peux trouver toutes les informations capitales concernant les crises d'épilepsie. Tu y es? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? C'est très sombre. Ok, tu peux allumer la lumière. Tu es créatrice, tu fais ce que tu veux. N'oublie pas que tu es indétectable et invisible. Oui. Je vois des êtres qui sont surpris. Je suis indétectable, mais comme j'ai allumé la lumière, ça les a surpris. Et je vois des sortes je sais pas, des êtres un peu, un mélange, j'ai jamais vu ça. C'est bizarre, un mélange entre le reptilien et le gris. Je comprends pas. C'est qui? C'est de la main-d'œuvre? C'est des chercheurs? Ils C'est travaillent quoi sur leur ces rôle? circuits, oui. Ils travaillent sur ces circuits, ils expérimentent, ils rentrent de l'information qui va être selon l'information qu'ils rentrent, en fait, ça va agir de telle façon ou de telle façon sur la personne. Il n'y a pas que l'épilepsie. Alors, tu dis qu'il n'y a pas que l'épilepsie. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Va plus loin dans cette information. Toute forme d'interférence. Euh, et les personnes, les malades psychiatriques, euh, qu'on peut nommer de fous, les gens qui perdent la tête, ça fait partie de ces personnes, voilà, ces personnes sur qui on expérimente ces circuits. En fait, on les manipule. Il y a de l'expérimentation, de la manipulation, du de la comment? Des implants qui sont positionnés aussi par ce biais-là et ça revient à la manipulation. On une meilleure façon de d'avoir un pouvoir, sur ces personnes-là et d'en faire ce que l'on veut. Ok. Alors, Nathalie, je vais reprendre certains points. Alors, tu parles de d'éclair qui vient foudroyer cette connexion entre la partie éthérique et tous les corps énergétiques. Alors, je vais te demander si c'est OK pour toi.
Mmh. Vraiment, tu te places à distance pour avoir les informations. Tu vois, d'où provient cet éclair? Regarde à distance. C'est lié à ce que je vois dans cette espèce de base dans laquelle, sont expérimentées, toutes ces choses-là. Hem, à partir de là, selon, l'information en fait, selon les manipulations qu'ils font, ça va, créer, ces champs énergétiques qui viennent, interférer la personne, à un niveau, quantique, en fait. Ça se traduit par des particules, chargées qui elles-mêmes donc quand elles vont venir, percuter, la personne, enfin l'essence de la personne en fait, l'énergie de la personne, ça va lui transmettre de l'information codée, pour la diriger, la manipuler et c'est à la fois expérimental et à la fois il récupère, aussi en essayant d'insérer ces codages, il récupère des informations par le biais de cette personne. Heu, Alors Nathalie, je vais te demander d'aller voir plus précisément que font ces codages? Quel est l'effet de ces codages qui sont insérés? alors là, ça m'amène directement à la mutation, en fait. Ça va faire muter leurs cellules. Ça va faire muter leurs cellules et ça va permettre d'av ces personnes, quand elles vont être interférées de cette manière, ça peut faire muter leurs cellules, tout dépend de l'intensité, hein Et quelle est la et raison de vouloir ouais, faire muter la cellule des personnes? ça va venir, se répercuter sur l'entourage de la personne. Tu sais, je vois l'image du Bluetooth. Mmh. L'information, à partir de cette personne, va se transmettre comme par Bluetooth au niveau des personnes de son entourage et ça va les parasiter aussi. C'est une manière de répercuter le parasitage sur d'autres. Faux ça. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ça? Il y a de l'électromagnétisme, en tout cas, ce qui est utilisé à Est-ce qu'il y mauvais a une autre raison? escient. Pardon. À mauvais escient, non, je disais, et quelquefois, c'est trop fort pour le corps. C'est pour ça que dans l'extrême, le corps peut s'éteindre. Non, eh ben, je vois essentiellement du parasitage en fait, une action de prendre le pouvoir sur l'être humain. Alors, OK. Est-ce que Nathalie, tu peux me donner plus d'informations, par rapport à l'ADN, aux changements, enfin, ces particules, ces petites choses?
Est-ce que tu peux Ouais. regarder ce qui se passe à ce niveau-là? C'est une forme d'hybridation. Je sais pas si ça se dit, ce terme. Hybridation, ouais. Ça les transmute, en fait, tout doucement. Pour ceux qui arrivent. Pour ceux qui arrivent à totalement déconnecter la personne de sa partie éthérique supérieure, euh, alors ça va venir faire muter les cellules de façon à l'hybrider, je sais pas. Ok. Et voilà, hybride, il y a de l'ADN de gris. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe dans ce procédé d'hybridation? C'est plus facile, c'est plus manipulable. Une fois que les cellules mutent, les personnes Et- sont plus facilement manipulables. Parce que les fréquences se modulent sur la fréquence de ces êtres. Et par rapport à la question de mort subite, Oui. qui est la cause la plus fréquente chez les personnes épileptiques, par rapport aux conditions subliminales qui peuvent causer cette mort subite, tu as parlé justement de section totale de cette fibre, de cette essence. Mm. Et Oui. oui, est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe simplement que le corps meurt. Le corps se déconnecte totalement de sa partie supérieure et de son essence et meurt. Et la partie Et, subliminale? et la partie subliminale, je regarde comment ça se passe. Elle, oui, elle repart, elle repart. Elle repart où, Nathalie? Difficilement. En fait, elle tente de repartir. C'est comme si elle était prisonnière. Ouais, ça fait, euh, ça fait comme des âmes prisonnières. Ouais, Comment tu te sens? un peu triste de voir ça, mais ça va. Je prends du recul. Oui, prends un petit moment, on a le temps. Prends un petit moment pour simplement observer sans être atteinte émotionnellement, ni fréquentiellement, ni rien. C'est toi qui décides de tes fréquences. Module-les de façon optimale pour toi. Prends une profonde inspiration. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière pour venir les libérer. Il y a toujours possibilité de venir les libérer de là. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, il existe ça. Alors, mets-toi bien à distance. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as envie d'aller voir ce qu'ils font de ces parties subliminales après? Ouais, j'essaye de voir. Ok, alors tu te places à distance. Et c'est comme si tu pouvais voir à travers les murs. Tu es invisible et indétectable et ta fréquence sont optimales. Et tu peux vraiment voir beaucoup mieux. Zoomer, dézoomer et regarder
ce qui se passe là-bas. Ouais, en fait, elles sont retenues et ils s'en servent aussi de ces parties subliminales pour les manipuler aussi. Une fois, même une fois le corps éteint, ils continuent de travailler dessus. Et alors là, ça va être encore plus facile de créer de nouveaux êtres à partir de ces parties subliminales, de ces âmes prisonnières. Là, l'ADN éthérique va totalement être transformé. Donc ils utilisent ces parties subliminales qui sont précédemment décédées d'une mort subite à cause d'une crise d'épilepsie. Ils utilisent ces parties subliminales pour créer d'autres Mm. êtres, c'est Oui, ça? oui, oui, c'est ce que je perçois, oui. Et ça en est où par rapport à ça? Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce que tu peux peut-être changer d'angle, te déplacer, capter plus d'informations? Je vois des clonages. Je vois comme des feuillets, en fait, qui, qui, euh, qui sont des clones de ces parties subliminales. Je vois que la partie éthérée, je ne vois pas l'être qui va être créé ensuite, mais en tout cas, il y a du clonage. C'est vraiment expérimental et ils travaillent d'arrache-pied pour arriver à leur fin, en tout cas. C'est de la création dans un but de manipulation et de pouvoir, d'avoir la main sur ces êtres, en tout cas, de les rendre OK. exécutants, en tout cas, ouais. Alors Nathalie, je vais te demander de prendre encore un autre angle et là, soudainement ou pas, va apparaître un point lumineux où ce sera une information encore importante que tu peux capter. Toutes les informations importantes que tu peux capter vont apparaître l'une après l'autre à ton rythme et tu peux les observer de très loin. Tu peux avoir tout clairement parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui s'illumine. Pour l'instant, c'est toujours un peu sombre. Euh, Alors, si il y a quelque chose, une autre information importante, tu peux y accéder. Tu peux accéder absolument à toutes les informations et s'il n'y en a pas d'autres, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. OK? non, hormis le fait que c'est toujours dans on peut simplement émettre l'intention de libérer ces âmes par euh, ces essences-là prisonnières, par l'intention du cœur, qui a le plus fort pouvoir de libération. Voilà, c'est tout ce que j'ai. OK. Alors, Nathalie, je vais te demander gentiment, on va arrêter là la séance. Ouais, Merci. Comment tu te sens? ça va, ça va, ça va. C'est bon, ça va. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras complètement et totalement déconnecté de tout et de tous, de toutes les informations, de tout. Tu seras complètement déconnecté
pétillante et présente. 1. Tu commences gentiment à bouger ton corps, à ressentir ton corps, bouger les doigts, bouger la mâchoire. Et tu sens que tu deviens de plus en plus, avec plus en plus de vitalité, de joie intérieure. 2. T'inspires profondément. Ouais, c'est bien, tu changes de position. Et tu peux profiter de faire une belle douche de lumière. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux, Nathalie. Ok. Ça va, t'es complètement déconnectée? Oui, 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 la douche de lumière fait du bien. Ok, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Oui, avec plaisir. Merci à toi, Cynthia. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì
è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna
ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate
che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles.
Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.